Imaginez donner toute votre jeunesse, votre cœur et votre loyauté à une famille qui finit par vous mettre à la porte comme si vous n'étiez qu'un remplaçant pour quelqu'un de meilleur. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque mes beaux-parents ont décidé que mon mari avait besoin d'une vraie épouse. Restez avec moi jusqu'au bout. Ce n'est pas qu'une histoire, c'est une vérité que trop de femmes vivent en silence. J'avais 24 ans lorsque j'ai rencontré Derek Branson. Il était beau, éloquent et issu d'une famille aisée qui possédait une longue chaîne de restaurants de style sudiste, le Branson Art. J'étais une jeune fille d'une petite ville de l'Iowa, élevée dans la gentillesse, le travail acharné et des rêves simples. Quand Derek m'a demandé en mariage, j'ai cru que ma vie prenait enfin forme. Sa famille semblait bienveillante au début, surtout sa mère Judith, mais j'ai vite compris qu'elle me souriait uniquement par politesse, et non par affection. Après le mariage, je me suis investi dans l'entreprise familiale. Je n'étais pas salarié, mais je m'occupais de tout, de l'organisation des événements à la rénovation du restaurant, en passant par la gestion des fournitures et même la formation du nouveau personnel. Tout cela tout en élevant notre fils. Judith me félicitait en public, mais en privé, elle faisait souvent de petits commentaires. Tu t'habilles si simplement, ou Derek mérite quelqu'un qui brille vraiment à ses côtés. J'ai ignoré ça pendant des années. Puis, un après-midi, Derek est entré et m'a tendu les papiers du divorce comme s'il me donnait un menu à emporter. Sans prévenir, sans parler, juste une décision froide. J'étais trop abasourdi pour parler. 3 mois plus tard, il épousa une femme nommée Britt. Elle était tout ce que Judith désirait, glamour, riche et connectée au monde du mannequinat. J'avais l'impression d'avoir été effacé de ma propre vie. Ils ne m'ont pas seulement remplacé dans la famille, ils ont essayé d'effacer toute part de moi. Je n'étais plus invité aux événements familiaux. Mon nom a été retiré du bulletin familial. Même mon fils a commencé à passer plus de temps avec eux. Cela a probablement alimenté les rumeurs selon lesquelles j'étais instable ou amer. Mais je n'étais pas amer. J'étais profondément blessé. Je leur avais tout donné. Mon temps, mon travail, ma confiance. Et ils m'ont laissé tomber comme si je n'avais jamais existé. Ce n'était pas seulement une question d'amour, c'était une question d'utilisation. J'étais devenu invisible, un fantôme dans la vie même que j'avais contribué à construire. Mais laissez-moi vous dire une chose, quand on vous traite comme si vous n'étiez rien, ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Parfois, cela signifie qu'ils ont peur de votre véritable puissance lorsque vous vous réveillerez enfin. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu juste pour récupérer quelques affaires. Rien de dramatique, pas de grand spectacle. Derek m'a dit que je pouvais passer pendant qu'il était au travail, et que Brun serait là. Je ne voulais pas la voir, mais je devais récupérer quelques cartons que j'avais laissés derrière moi. Des objets comme le collier de ma grand-mère, quelques vieux journaux et mon classeur de recettes. Cette maison était à moi. Chaque recoin était chargé d'un souvenir. Et maintenant, je me sentais comme un étranger entrant dans la vie de quelqu'un d'autre. Brun ouvrit la porte, vêtu de mon tablier. Le verre avec de minuscules tournesols sur le bord. Le même que je portais tous les dimanches matins pour préparer le petit déjeuner pour la famille. Elle a souri, d'un large sourire faux, comme si j'étais juste une voisine de passage. L'odeur du pain de maïs m'a immédiatement envahi. Cette odeur chaude et beurrée qui me rappelait mon chez-moi. Elle utilisait ma recette de pain de maïs. Ma carte manuscrite. Je l'ai vue poser à côté du saladier sur le comptoir, maculée de la même tache d'encre que j'avais faite des années auparavant. Je suis resté figé un instant. Elle continuait à parler, me montrant où mes affaires étaient rangées. Comme si je n'étais plus la femme qui avait vécu là. Comme si je n'avais pas passé 10 ans à m'investir corps et âme dans cette maison, cette cuisine. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a même pas semblé curieuse. Juste joyeuse, comme si elle avait toujours été à sa place. Puis Judith est entrée, un sac cabas acheté au marché local à la main. Son regard s'est posé sur moi et elle m'a adressé ce même sourire crispé qu'elle avait l'habitude d'afficher quand je n'étais pas maquillé au dîner de famille. Voyez comme tout est plus léger ici, dit-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. Brun rit doucement, tout en continuant à remuer la pâte dans mon vieux bol en céramique. Je ne dis pas un mot. Je ne voulais pas pleurer devant eux. Alors j'ai pris mes cartons et j'ai hoché la tête. J'avais la gorge serrée, mais je me suis retenu. Je suis sorti, j'ai dépassé le jardin que j'avais planté, la balancelle que j'avais peinte, et j'ai emprunté l'allée qui m'avait autrefois semblé être ma maison.
Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était quelque chose de plus net, de vivant. J'avais été effacé, mais des morceaux de moi étaient toujours dans cette maison. Mes recettes, mon tablier, mon travail. Tout avait été volé et porté comme un costume. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils ne m'avaient pas simplement remplacé. Ils avaient construit leur nouvelle vie sur la mienne. Et je n'allais pas abandonner. J'étais assise par terre dans mon petit appartement, entouré de cartons que je n'avais pas ouverts depuis le divorce. L'un d'eux était rempli de vieux dossiers et de clés USB, des choses que j'avais oubliées. Je ne cherchais rien de particulier, mais plus je creusais, plus je trouvais. De vieux courriels, des contrats fournisseurs, des guides de formation, mon écriture, mes modèles, mes instructions, et tout cela lié à Branson Art. L'entreprise que j'avais contribué à bâtir. Je me souvenais des débuts. Derek et moi n'étions pas riches à l'époque. Sa famille venait d'ouvrir son deuxième restaurant et peinait à s'organiser. J'ai donc pris les choses en main, en concevant les plannings du personnel, en créant des menus et même des scripts pour le service client. Au début, c'était juste pour aider. Puis c'est devenu normal. Je n'ai jamais été payé. On m'a dit que je faisais partie de la famille, et les familles ne comptent pas les points. Alors je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, en regardant ces fichiers, j'ai réalisé qu'ils avaient toujours compté les points, en silence. J'ai ouvert une feuille de calcul intitulée « Modèle NK ». À utiliser pour toutes les branches. NK Nathalie Kemp. C'était moi. Les onglets proposaient des mises en page pour la gestion des stocks, l'intégration du personnel et même des conseils de décoration saisonniers. Ils utilisaient toujours le système que j'avais créé. Les logos étaient différents, un peu plus soignés, mais la structure? C'est moi qui l'ai créée. J'ai retrouvé des échanges par courriel où je coordonnais les inaugurations, réservais les prestataires et concevais les flyers promotionnels. Je me souvenais avoir travaillé tard le soir après avoir couché mon fils, tapant les menus et rédigeant les règlements du personnel pendant que Derek regardait la télévision. Je n'avais jamais envisagé cela comme un travail. Je pensais que c'était de l'amour. Je pensais que c'était du soutien. Mais ils avaient transformé mon amour en travail gratuit. Mon nom n'était sur aucun contrat. Je n'étais pas en danger. Mais j'étais sur tout ce qu'ils utilisaient. Ils avaient bâti leur réputation, toute leur chaîne hôtelière, sur moi. Et pourtant, au moment de leur attribuer le mérite, j'étais invisible. Quand Judith me qualifiait de trop ordinaire, elle parlait de la femme qui avait refait gratuitement l'intérieur de son restaurant phare. Quand Brun souriait devant des brochures brillantes, elle se tenait devant une entreprise fonctionnant avec mon système. J'étais en colère, mais pas sauvage ni bruyante. C'était calme, concentré, maîtrisé. Ils pensaient m'avoir effacé. Mais j'avais des preuves, plus que suffisantes, pour montrer que je n'étais pas juste la femme de quelqu'un. J'étais le moteur de leur prétendu succès. Je n'ai jamais cherché à détruire quoi que ce soit. Mais maintenant, ils ne m'ont laissé d'autre choix que de leur rappeler qui avait vraiment entretenu la flamme pendant toutes ces années. Ils ont effacé mon nom de tout. Mais ils ont littéralement oublié que j'avais encore les reçus. Et j'allais les utiliser. La première fois que je suis entré dans le bureau de Franklin Voss, je n'étais pas sûr de bien faire. Je n'étais pas du genre à poursuivre les gens en justice. J'avais passé ma vie à éviter les drames, à régler les problèmes, à maintenir la paix. Mais la paix m'avait tout coûté. Mon mariage, ma maison, mon travail. Et maintenant, j'en avais assez de rester silencieuse. Frank était calme, plus âgé que je ne le pensais, avec un regard perçant qui semblait lire en moi avant même que je ne parle. Il ne m'a pas fait semblant d'être gentil. Il a juste pointé du doigt la chaise en face de lui et m'a dit « Voyons voir ce que tu as ». J'ai posé 2 cartons sur son bureau, remplis de toutes ces années de travail. Des copies imprimées de mai, de vieilles clés USB, des feuilles de calcul, des brouillons de recettes, des listes de fournisseurs et des guides de formation. J'ai expliqué tout ce que j'avais accompli pour Branson Art au fil des ans, le travail bénévole, les systèmes que j'ai créés, les événements que j'ai gérés, l'image de marque que j'ai contribué à façonner. Je lui ai parlé des modèles NK encore utilisés. Je lui ai montré des captures d'écran de messages échangés par Judith et Brent. Plus j'approfondissais, plus Frank devenait calme et concentré. Après 2 heures passées à tout examiner, il s'est adossé à sa chaise et a prononcé une seule phrase, « Ce n'est pas personnel. C'est du vol. »
C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais enfin été entendu. Il m'a expliqué que mes contributions, bien qu'informelles, témoignaient clairement d'une dépendance envers l'entreprise. Il a ajouté que mon travail bénévole avait directement ajouté de la valeur à l'entreprise et que les Branson avaient utilisé ce travail bien après mon licenciement. Selon lui, j'avais des motifs de poursuite pour plusieurs réclamations, travail impayé, abus de confiance et même détournement de fonds de commerce. J'ai cligné des yeux. Alors, vous pensez que j'ai un dossier? Franck ne sourit pas. Il hocha simplement la tête et dit un mot fort. Il se mit immédiatement au travail. Les lettres furent rédigées. Des plaintes furent déposées. J'ai observé cet homme discret, dont il n'avait probablement jamais entendu parler, commencer à démanteler soigneusement les fondations de l'Empire Branson. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus impuissant. Je ne me sentais pas effacé. Je n'étais plus Nathalie, l'ex-femme oubliée. J'étais Nathalie Kemp, la femme avec les documents, les preuves et, désormais, l'avocate idéale. Les Branson m'avaient remplacé, pensant que je partirais comme ça. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais trouvé quelqu'un qui savait exactement comment se faire écouter. L'homme discret, à la plume acérée et aux manches en fer, le ciel était d'une douce teinte pêche ce matin-là dans le Tennessee, parfait pour l'inauguration du nouveau restaurant de Branson Art. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au porche, un trio de bluegrass jouait en live et l'odeur des biscuits frais flottait dans l'air. Tout cela reflétait le charme, le confort et l'élégance du Sud. Je n'étais pas là, bien sûr. Je n'avais pas besoin d'y être. Franck avait choisi ce moment exprès. Jour d'ouverture, heure de pointe du brunch, presse présente, caméra en action. Wallace, le frère de Derek, était à la table d'honneur, prononçant un discours surfait sur les valeurs familiales et les traditions lorsque le serveur s'est approché. Mais ce n'était pas le genre de restaurant qui servait à manger. Un homme en blazer et jean tendit à Wallace une épaisse enveloppe et lui dit poliment « Vous avez été servi ». Au début, Wallace crut à une farce. Mais lorsqu'il ouvrit l'enveloppe et commença à lire, son visage pâlit. Des murmures commencèrent à circuler entre les tables. Quelqu'un à la table voisine demanda « C'est vrai ?» Un autre convive prit une photo. Wallace s'éclaircit la gorge et marmonna quelque chose à propos d'un malentendu. Mais le mal était déjà fait. Derek accourut de la cuisine, arracha les papiers des mains de Wallace et ne lut que la première page. Sa mâchoire se serra. Puis il regarda autour de lui et sortit en trombe, frôlant de justesse un présentateur de journal télévisé qui venait de lancer une émission en direct. Les caméras le suivaient. Les clients chuchotaient. Le personnel s'est figé. Peu après, mon téléphone a vibré. C'était un message de Derek. « Tu as perdu la tête. Tu te fais honte. » J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde. Puis j'ai bloqué son numéro. Assise sur ma véranda avec un verre de thé glacé, je regardais les nuages passer et me laissais submerger par ce moment. Toutes ces années, je suis resté dans l'ombre, embellissant leurs événements, planifiant chaque détail, souriant malgré les insultes passives de Judith et la distance grandissante de Derek. Toutes ces recettes que j'ai créées, les feuilles de calcul que j'ai corrigées tard le soir, les petites touches que j'ai ajoutées pour que leur marque soit à l'image de leur marque. Ils pouvaient enfin ressentir l'effet produit lorsque la personne qui tenait tout cela à cœur s'éloignait. Franck m'a conseillé de rester silencieux et de laisser le processus parler de lui-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pas de cris. Pas d'interview. Pas de publication mesquine sur les réseaux sociaux. Juste un silence paisible et un procès musclé. Qu'ils servent des biscuits. Je rendais justice. La salle de déposition était froide et simple, une longue table en bois, quelques chaises, et une tension sourde qui enveloppait tout comme du plastique. J'étais assis à côté de Franck, mon avocat, mon bouclier, tandis que les Branson entraient en traînant les pieds. Judith portait des perles et un faux sourire. Derek n'arrêtait pas de tapoter son stylo comme s'il voulait être ailleurs. Brun n'était même pas là. Franck ne perdit pas de temps. Il glissa une pile de papier sur la table à l'équipe juridique des Branson, puis leva calmement les yeux. Commençons. La sténographe judiciaire claqua des touches tandis que Franck lisait à voix haute le premier courriel. C'était un courriel de Judith à Brun, daté de 2 mois avant même que Derek ne demande le divorce. Elle est simple, avait écrit Judith, mais elle gardera la maison jusqu'à ce que Brun soit prête. La pièce se figea. Derek cligna des yeux, mais ne dit rien. Judith fixait ses genoux.
Franck continua. Un autre courriel entre Judith et un comptable de la famille qualifiait mes feuilles de calcul budgétaire davantage de main-d'œuvre gratuite. J'avais l'estomac noué, mais je restais silencieux. Il ne m'avait pas simplement utilisé, il l'avait planifié. Puis est arrivée la déclaration de l'expert financier. Il a confirmé que les conceptions de cuisine que j'avais dirigées, sans rémunération, avaient augmenté la valeur de la franchise de 2,6 millions de dollars. Le programme de formation du personnel que j'ai créé? Toujours utilisé dans tous les établissements. Le style de décoration? Tout à fait le mien. Les panneaux de présentation des plats? Mes photos originales circulent encore dans les notes internes. Judith a finalement pris la parole. Nous avons apprécié son aide. Elle faisait partie de la famille à l'époque. Franck se pencha en avant. Non, madame, vous l'avez traitée comme une employée, mais pas comme une employée que vous auriez jamais eu l'intention de payer. Silence. L'avocat de Branson a demandé une pause. Nous nous sommes tous levés, mais personne n'a croisé le regard. Je suis sorti prendre l'air. Mes mains étaient froides, mais en moi, quelque chose se réchauffait enfin, comme si le feu que j'avais entretenu pendant des années brûlait maintenant pour les bonnes raisons. Ils pensaient pouvoir me remplacer, m'effacer, mais ils avaient oublié une chose, je me souvenais de tout. Chaque dossier. Chaque projet. À chaque instant, j'y mets tout mon cœur. Ils m'ont qualifié de simple, de jetable, de simple remplaçant. Mais ce jour-là, dans cette pièce, leurs mensonges ont éclaté au grand jour. La vérité a éclaté, et ils n'ont pas pu l'arrêter. Je n'avais pas besoin de vengeance pour parler fort. J'avais juste besoin que ce soit réel. Et maintenant, c'était le cas. L'histoire a éclaté un mardi matin. Je sirotais mon café quand mon téléphone a vibré, annonçant un titre du journal local, Branson Hart était poursuivi en justice pour travail non rémunéré, un drame familial au cœur de l'affaire. Je n'ai pas cliqué sur le bouton tout de suite. Je n'avais pas besoin de le faire. Je connaissais déjà la vérité, et maintenant le monde commençait à la rattraper. En quelques heures, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les blogs économiques régionaux ont repris l'affaire. Une newsletter spécialisée dans l'agroalimentaire a publié un article intitulé « Scandale du Sud, secret de cuisine ». Soudain, je n'étais plus seulement l'ex-femme oubliée. J'étais à l'origine du procès qui a ébranlé l'une des marques familiales les plus célèbres du Sud. Puis sont arrivés les inspecteurs de la santé. L'un des anciens employés avec qui j'étais resté discrètement en contact avait transmis des photos internes au ministère de la Santé. Viande avariée, contenant mal étiqueté, glacière cassée. Je ne leur avais rien demandé, mais ils savaient ce que j'avais enduré. 2 restaurants Branson Hart ont fermé la même semaine. Un en Géorgie, un au Kentucky. Les Branson ont tenté de faire passer l'affaire pour une opération de maintenance de routine. Judith a publié un communiqué. Mais les clients ont commencé à publier des photos en ligne. Des cadenas sur les portes, des employés dehors en pleurs. Et tandis que tout cela brûlait lentement et publiquement, Brin a publié une photo en bikini de cabot avec la légende « Palmier verni à ongles insouciants et bénis ». Impassible. C'est ce qu'elle a écrit pendant que son nom figurait dans des documents juridiques, tandis que les enquêteurs épluchaient les comptes d'une société dans laquelle elle avait soudainement pris des parts. Franck a également vu le message. Il n'a pas ri. Il l'a juste ajouté à la pile. Car voilà le problème. Franck avait déjà découvert des déclarations de risques irrégulières et des déclarations fiscales manquantes remontant à 5 ans. Il a contacté le fisc, discrètement et stratégiquement. Et une fois l'intervention du fisc, tout a basculé. Les Branson sont passés de la suffisance à la peur. Derek a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Wallace a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Judith est restée silencieuse. Leurs avocats ont demandé des entretiens privés, espérant trouver un arrangement. Mais je n'ai rien dit en public. Je n'ai jamais posté, jamais commenté, jamais donné une seule interview. Parce que je n'en avais pas besoin. Le monde entier me regardait désormais, et la vérité avait sa propre voix. Je n'avais pas besoin de crier. Il me fallait simplement continuer. Leur image parfaite s'effondrait comme un verre de thé sucré tombé dans la chaleur de juillet. Rapide, salissant et impossible à nettoyer. Et moi? Je continuais à siroter mon café. Ils ont finalement craqué. Après des mois de silence,
de contre-arguments et de tentatives infructueuses pour me discréditer, les Branson sont arrivés avec ce qu'ils pensaient être une solution, un chèque à 6 chiffres. Des excuses soigneusement formulées. Signées par tous, Derek, Judith, et même Brun. Ils s'attendaient à ce que je leur en sois reconnaissant. Ils pensaient que j'allais prendre l'argent, disparaître et laisser leur réputation se réparer lentement. Mais je ne voulais pas de leur argent. Je voulais ce que j'avais construit. Alors j'ai dit non. J'ai dit à Frank, ne me donne pas de chèque, donne-moi les clés. Au début, les Branson ont cru que je bluffais. Judith a ri dans le couloir du tribunal et a murmuré, cette fille rêve encore. Mais ce n'était pas un rêve. J'avais la documentation, les modèles de planification avec mes initiales, les dossiers des fournisseurs à mon nom, les plans de l'événement, les menus, les plans de décoration, et même les manuels du personnel personnalisés que j'avais créés et utilisés pour former les gens, tout cela était encore en usage. Frank a sorti des contrats et des courriels prouvant que j'avais été, en pratique, un associé silencieux. Son travail n'a jamais été rémunéré, a-t-il déclaré au juge. Son travail générait des profits. Ses systèmes continuent de piloter les opérations. Et son nom n'est peut-être pas écrit en néon, mais ses empreintes digitales sont sur chaque plat servi. Ce n'est pas du bénévolat. C'est ça, le partenariat. La salle d'audience était silencieuse. Le juge se pencha en arrière, feuilletant l'épais classeur de preuves. Après un long silence, dit-elle, il y avait de quoi poursuivre pour cause de propriété implicite et d'exploitation du travail. Les Branson avaient l'air d'avoir avalé du vinaigre. Judith se leva et s'approcha de moi pendant une pause. Son visage affichait ce sourire familier et raffiné, celui qu'elle arborait lors des conférences de presse et des collectes de fonds des fêtes. Elle tendit la main et dit, sans rancune. Avançons avec grâce. J'ai regardé sa main, je l'ai regardée dans les yeux et je suis passé devant elle. Parce que ce n'était plus une question de grâce. C'était une question de dignité, de tout ce que j'avais donné et de tout ce qu'ils avaient pris sans hésitation. Je n'étais plus l'arrière-plan. Je n'étais plus la doublure, la remplaçante ou la fille laide qui disparaissait discrètement. J'étais celle qu'ils sous-estimaient, celle sur laquelle ils bâtissaient leur héritage. Et maintenant, j'étais prêt à prendre les clés. Personne dans la salle d'audience ne pensait que je gagnerais. Pas Derek, qui était assis là, l'air d'attendre de se réveiller d'un cauchemar. Pas Judith, dont le collier de perles semblait plus serré que d'habitude. Et certainement pas l'équipe juridique de Branson, qui murmurait derrière d'épais dossiers comme si le verdict changerait s'il parlait assez vite. Mais rien ne changea. Le juge a lu le jugement avec une autorité sereine. Ce tribunal a statué en faveur de la plaignante, Nathalie Kemp, lui accordant 40% des parts de Branson Art, l'intégralité des droits sur toute la propriété intellectuelle originale développée sous son nom, ainsi qu'un règlement à l'amiable correspondant à plus de 10 ans de travail non rémunéré, dommages et intérêts compris. On aurait dit une mouche volée. Puis Judith laissa échapper un hoquet, fort et sec, comme si elle avait été frappée. Elle attrapa le bras de Derek, mais il était trop sonné pour bouger. Il resta assis là, le regard vitreux, le visage décoloré. Quant à Brun, introuvable. Bien sûr. Elle avait disparu du processus des semaines auparavant, une fois que les choses avaient commencé à devenir sérieuses. Pas de comparution devant le tribunal, pas de déposition, pas même une déclaration. J'imagine que les influenceurs du luxe ne sont pas du genre à avoir des conversations difficiles. Le seul arriéré de salaire était exorbitant, suffisant pour les forcer à vendre l'une de leurs maisons de vacances au bord du lac, juste pour Frank avait discrètement prédit que cela pourrait arriver. Mais aucun de nous ne s'attendait à ce que le juge aille jusqu'à m'accorder 40% de propriété et les droits exclusifs sur tous les systèmes que j'avais créés pour l'entreprise. Cela comprenait les menus, les manuels de formation, les modèles de marque, les stratégies de décoration, et même le service client signature qui donnait à Branson Artes son charme et son caractère local. Tout m'appartenait désormais. Frank se tenait à côté de moi sans la moindre trace de célébration. Ce n'était pas son genre. Il me tendit simplement le dossier, rempli de documents certifiés, et me dit, « Tu as mérité chaque page. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas applaudi. Je suis juste resté immobile, laissant le poids de la justice m'envelopper comme un manteau chaud après des années de froid. Judith a essayé de croiser mon regard tandis que je partais. Son mascara coulait. L'espace d'un instant, j'ai presque ressenti de la pitié. Mais je me suis alors souvenu du courriel qu'elle avait écrit,
celui qui m'appelait, un bon prétexte en attendant que Brun soit prête. Non, pas de pitié, juste la paix. Je suis sorti de ce tribunal non seulement justifié, mais renforcé. Ils ont bâti leur empire sur mon dos. Maintenant, j'en ai les clés. 6 mois plus tard, je franchis les portes du restaurant phare. Mais cette fois, ce n'était plus Branson Artes. Le nouveau panneau à l'extérieur annonçait Kemp's Art and Kitchen. Je me suis arrêté une seconde en dessous, juste pour l'admirer. Les lettres étaient chaudes, en métal brossé, enveloppées d'une douce lumière. Propre, puissante, à moi. À l'intérieur, l'endroit sentait le pain de maïs à la cannelle et les biscuits au romarin, ma recette. Les mêmes que j'avais écrites à la main il y a des années, celles-là même que Judith avait un jour jugées trop simples pour les restaurants haut de gamme. Elles étaient maintenant accrochées au mur, des fiches de recettes encadrées avec l'inscription « Fondation de Nathalie Kemp ». D'anciens employés, dont certains que je n'avais pas vus depuis des années, sont sortis du fond et m'ont accueilli avec des accolades, des larmes de joie et des anecdotes. Un des serveurs m'a dit « Je me sens comme à la maison ». J'ai souri. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, ne pas être tape à accent grave-l'œil, ne rien prouver, juste construire quelque chose de vrai et de chaleureux, quelque chose qui dure. Derek n'avait plus aucun rôle dans l'entreprise. La décision du tribunal l'avait clairement démontré. Il avait discrètement renoncé à ses droits et quitté la ville peu après l'accord. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans l'Ouest et qu'il avait essayé de créer autre chose. Je n'ai rien demandé. Judith, en Floride, une maison tranquille. Une retraite silencieuse. Pas d'événements mondains, pas d'apparition dans la presse. Après la révélation de la vérité, son nom avait perdu de son influence sur la scène économique du Sud. En Brun, l'agence de mannequins l'a laissé tomber. Une histoire de mauvaise presse et de mauvaise réputation. Elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Honnêtement, j'ai arrêté de penser à elle. Elle faisait simplement partie d'un chapitre qui n'avait plus de pouvoir sur moi. Je ne me réjouissais pas. Je ne me suis pas vanté. Ce n'était pas moi, et ça ne l'avait jamais été. Au lieu de cela, j'ai retroussé mes manches, suis entré dans la cuisine et ai enfilé un tablier propre. Mon tablier. Quelques cuisiniers ont applaudi, quelqu'un a mis de la musique sur le haut-parleur arrière, et nous nous sommes mis au travail. Le foyer de Kemp n'était pas qu'un changement de nom. C'était une promesse, les femmes utilisées, rejetées ou mises à l'écart ne sont pas brisées. Nous reconstruisons. Nous nous relevons. Nous réclamons ce qui nous appartient, non par vengeance, mais par détermination. Dès que le premier plat est arrivé, un pâté au poulet avec sauce au thé sucré, j'ai senti la chaleur monter en moi. J'étais enfin chez moi. Et vous? À la place de Nathalie, auriez-vous accepté l'argent et vous seriez-vous éloigné, ou auriez-vous lutté pour votre place comme elle? Partagez votre avis dans les commentaires. Je suis toujours curieux de connaître votre avis. Et si les histoires de force et de vengeance silencieuse vous parlent, abonnez-vous et activez la cloche pour être toujours au courant.